Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Partage d'expérience entre associations burkinabè et ghanéennes sur la maraîchère-culture et les semences locales. Une visite de femmes du Ghana à Fadangurma a permis de conjuguer les efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mohamedou Bouhari a repris du service 2 mois après avoir laissé le pouvoir à son vice-président. Le président nigérian amaigri a relancé hier ses activités présidentielles. Les droits de l'enfant et l'éthique professionnelle sont au centre d'une formation dont les principaux bénéficiaires sont les membres du réseau Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement. Les participants vont renforcer les connaissances sur les instruments juridiques en matière de protection des droits de l'enfant et mieux cerner les phénomènes de traite des enfants et de pires formes de travail. Reportage Roger Kam, Maïmouna Traoré. À travers cette formation, le réseau Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement IJACODE s'inscrit dans une logique, celle de comprendre les droits de l'enfant pour mieux le défendre. Dans ce cadre-là, les journalistes sont essentiels parce que par leurs activités de plaidoyer, de sensibilisation et de promotion des droits de l'enfant, ils sont des alliés essentiels, des vecteurs essentiels pour la mise en œuvre des droits de l'enfant. Un conclave de journalistes pour parler de la question de la protection de l'enfant est vraiment un grand plus dans les actions que le ministère entreprend. On ne pouvait pas espérer meilleure tribune pour partager donc ce volet important des attributions de notre ministère. Avec ces experts suisses et français, ils passeront à la loupe le phénomène de la traite et des pires formes de travail des enfants, les techniques rédactionnelles en la matière et le processus d'identification de sujets adaptés pour une lutte efficace. Quand on interviewe un enfant victime, il faut par exemple respecter la confidentialité, ne pas montrer son visage, ne pas donner son nom, etc. Pas seulement les enfants victimes d'ailleurs, mais aussi les enfants auteurs de crimes ou de délits. Il faut les protéger parce qu'ils vont grandir et ils ne doivent pas être prisonniers de ce qu'ils ont subi ou fait pendant leur enfance. La formation dure 3 jours et permettra aux membres de l'IJACODE de se familiariser avec les instruments juridiques les plus pertinents en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Le projet sur le financement basé sur les résultats va bientôt être évalué. Pour mener ce travail de fourmi, 250 agents enquêteurs sont formés à Bobo-Dioulasso depuis hier. Une formation de 3 semaines qui permettra d'évaluer les FBR, un projet conduit par le Centre Mirage situé à Sia. Reportage Hassan Gourabou, Moussa Sanon. Ces hommes et femmes renforcent leurs capacités sur l'utilisation des outils de collecte et la conduite des entretiens auprès des populations cibles. Cette formation est une des activités préparatoires de l'enquête finale pour l'évaluation de l'impact du FBR, le financement basé sur les résultats au Burkina, un projet mis en œuvre par le Centre Mirage de Bobo-Dioulasso. Le FBR est une intervention, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme un paquet d'activités que nous avons mis en place. Il faut voir réellement, est-ce que ça a changé les indicateurs. Est-ce que ça a changé la fréquentation des services de santé et leur utilisation par la population? Est-ce que ça a amélioré la qualité des soins qui sont fournis? Outre le Centre Mirage, les partenaires du projet qui sont entre autres la Banque mondiale, l'Institut de recherche en sciences de la santé et l'Université d'Heidelberg en Allemagne attendent beaucoup de cette enquête. C'est vrai que le programme est implémenté depuis 3 ans. Il y a eu un travail avant, un travail pendant et maintenant il faut vraiment de la rigueur pour mieux orienter les politiques dans les décisions futures. C'est cela que nous avons comme peut-être appel à faire. Les résultats de l'évaluation, ça va nous permettre de tirer les leçons, notamment les insuffisances qui ont été constatées lors de la mise en œuvre afin de les corriger. Ça va permettre au ministère de la Santé de faire des choix pertinents en termes de financement du système de santé. C'est là aussi l'un des objectifs du FBR, une nouvelle stratégie de financement des services de santé et expérimentée au Burkina depuis 2013. Partage d'expérience entre des femmes venues du Ghana et leurs sœurs du Burkina, particulièrement celles de la région de l'Est. L'association Nourri sans détruire, qui fait la promotion de l'agroécologie, a accueilli leurs consoeurs ghanéennes du Rural Women's Farmer Association. Foire culinaire et visite de sites maraîchers ont été les temps forts de cette rencontre. Fadangurma Mahamadi Wedrao.
Des femmes venues du Ghana sont en visite d'exploitation céréalière avec leurs sœurs burkinabè dans la région de l'Est. Cette visite de courtoisie émaillée d'expositions de mets locaux et de semences locales, mais surtout de constats de sites maraîchers, a permis de tisser des liens entre ces femmes des deux communautés. Nous avons beaucoup appris en culture maraîchère. On a aussi vu des cultures ancestrales que le Ghana a abandonnées, mais ça nous a suscité l'esprit de créativité. Donc nous allons nous mobiliser chez nous pour ne pas les abandonner, mais plutôt les adapter aux conditions climatiques actuelles, car c'est très important. L'initiative est de l'association Nourrir sans détruire ANESD. À travers cette coopération, l'ANESD entend créer un cadre d'échange et de partage d'expériences en matière de prévention de semences locales. Le Ghana, avec nous, a un partenariat qui date depuis au moins quelques années parce que nous avons des projets communs sur l'autonomisation des femmes, nous avons des projets communs sur le rôle des femmes dans l'identification, la production, la préservation des semences locales. Donc nous pensons que c'est une opportunité aussi de les inviter pour que les femmes aussi puissent se connaître, échanger et puis s'enrichir mutuellement. 3 communes de la région de l'Est, à savoir celles de Tipga, de Bilanga et de Gaïri, ont abrité ces différentes activités de l'ANESD. Des activités qui s'inscrivent dans la dynamique de commémoration de la Journée internationale de la femme. Les routes nationales encombrées, les jours de marché au Burkina foisonnent. À Djibasso, dans la Kossi, la nationale 14 connaît des encombrements monstres le jour de marché. Camions, charrettes et marchands occupent cette route malgré les multiples interpellations de la mairie. Et devant le statu quo, les premiers responsables de la commune étudient des mesures de protection des usagers. Reportage Lassina Ouattara et Karim Ouattara. Des camions stationnés par-ci, des légumes étalés par-là, nous sommes sur la route nationale numéro 14 qui traverse la ville de Djibasso à une quarantaine de kilomètres de la frontière Mali-Burkina. Commerçants et conducteurs se côtoient sur la voie. Difficile de traverser librement la ville le jour du marché. Le marché de Djibasso a lieu chaque jeudi et draine du monde. Des commerçants qui viennent du Burkina et des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Mali. Et l'encombrement de cette route nationale est un constat qui frappe à l'œil selon le premier responsable de la commune. C'était bon même que ces gens viennent soit la veille ou encore, en tout cas, un jour autre que le jour du marché. Là, ils peuvent venir garer un peu, descendre le matériel avec moins de problèmes. Ces occupations anarchiques aux abords de cette route posent de réels problèmes d'insécurité dans cette ville le jour du marché. Plusieurs fois interpellés à ce sujet, les commerçants font la sourde oreille. Bon, c'est pas permis. Ils nous ont donné à l'intérieur là, à la gare à l'intérieur, oui. Mais bon, comme nous, on ne vient ici que les jeudis seulement. Bon, nos stationnements ne tardent, on ne tarde pas ici. On vient matin à 8h et puis midi, on s'en va. Imaginez quelqu'un qui vient d'un côté, s'il y a un camion, il ne voit pas. Alors, finalement, il peut y avoir vraiment des accidents sur la voie, au centre-ville, au niveau du marché. Et c'est ce qui est dommage. Effectivement, il appartient d'agir vite pour éviter de tels désagréments. Et on peut donc faire cela avec l'appui des forces de sécurité qui peuvent nous aider. Je pense à chaque fois qu'on va intervenir, je pense qu'ils nous comprennent. Certes, au fil des années, l'espace du marché est devenu restreint, mais s'exposer sur la voie publique est inacceptable selon le maire de la commune de Djibasso. Culture, le binon, une danse traditionnelle très répandue dans le Sanguier, se pratique lors des périodes de réjouissance, mais pas seulement. À Goundi, localité située à 9 km à l'ouest de Koudougou, la troupe Zinisio s'investit dans la promotion de cette danse. Ses membres viennent d'horizons divers, mais sont unis par le binon. Leur portrait avec Moussa Ouedraogo et Aruna Mare.
Sur cette scène à ciel ouvert, le bino se met en mouvement sur la mélodie des tam-tams. C'est une danse traditionnelle propre à la communauté Gouroussi. Danse de force, le bino est exécuté ici par la troupe Yinizu de Gondi dans la commune de Réo. La troupe a été créée en 2003 à Gondi. La culture, en tout cas, on fait tout. On forme des enfants au niveau des écoles primaires et puis au niveau des secondaires aussi. La troupe compte une vingtaine de membres, des danseurs et des tam-tamistes de divers corps de métier, mais aussi des élèves. Raoul Besson, lui, est enseignant. Sa passion pour le bino remonte à la classe de 5e. Simple danseur au début, il a pu gravir des échelons pour se hisser aujourd'hui au rang de directeur artistique de la troupe. Il n'y a pas de souci aucun. Bon, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, on peut y arriver si on est dévoué. En tout cas, moi, je ne trouve pas d'obstacle en faisant les deux métiers. Elles sont nombreuses, les troupes à s'illustrer dans la promotion du bino dans cette partie du pays, mais peu arrivent à se faire une place au soleil. La première difficulté, c'est le manque de spectacles. Et la deuxième difficulté, il y a certaines religions ou certaines personnes, du fait qu'ils aient été à l'école ou bien ils sont dans une certaine religion, qui ne veulent plus voir quelqu'un danser. En plus de cela, bon, il y a aussi le manque criard de moyens pour ces troupes-là, pour avoir le matériel nécessaire et même l'accoutrement, parce qu'il faut se présenter aussi beau. Joseph Bazier est grillé au sein de la troupe. Son instrument de musique est un compagnon de tous les jours, une passion qui n'emballe pas la jeune génération. Nous, on essaie de faire tout possible pour qu'il ne faut pas qu'ils vont oublier la culture, mais vraiment il y a d'autres qui s'intéressent et il y a d'autres qui ne s'intéressent pas. C'est leur culture. S'ils vont laisser ça tomber comme ça aussi, c'est pas bon. Au compteur de la troupe Yinizu de Gondi, 3 participations à la SNC. Et l'un de ses défis majeurs, récolter des lauriers et exporter ces rythmes traditionnels au-delà des frontières du pays. Mohamedou Bouhari affaibli mais au bureau. Le président nigérian, qui est resté 2 mois loin des affaires pour se soigner en Grande-Bretagne, a repris lundi ses activités pendant son absence. Son vice-président Yemi Osinbajo avait assuré l'intérim et c'est avec ce dernier que le briefing de reprise a eu lieu hier. Le président nigérien Muhammadu Buhari a officiellement repris ses fonctions après 2 mois d'absence ce lundi. L'annonce de ce retour aux affaires a été faite par l'équipe de communication de la présidence qui précise que le dirigeant nigérien a transmis une lettre à l'Assemblée nationale confirmant la prise en main du pays conformément à la Constitution. Buhari est rentré au Nigeria après un séjour médical en Grande-Bretagne la semaine dernière. Son vice-président a continué l'intérim pour lui permettre quelques jours de convalescence. Il a entre-temps rassuré les Nigérians sur son état de santé, mais a ajouté avoir besoin d'autres contrôles dans les semaines à venir. Les ennuis de santé et l'âge du président, 74 ans, ont occasionné énormément de critiques au Nigeria. Certains se sont interrogés sur la capacité de ce dernier à exercer ses fonctions. L'administration Trump prépare le Trump Care, nom donné à un nouveau projet de réforme de la santé qui remplacera l'Obamacare. Le projet du président américain divise aux États-Unis, même dans son propre camp. On estime qu'avec le Trump Care, 14 millions d'Américains risquent de se retrouver sans couverture sociale en 2018. 14 millions d'Américains risquent de perdre leur couverture sociale l'année prochaine avec l'abrogation d'Obamacare. C'est en tout cas ce que prévoit le rapport du très respecté CBO, le bureau du budget du Congrès. D'ici 2026, 24 millions de personnes n'auraient plus d'assurance, mais ce rapport serait tronqué selon le secrétaire à la santé. Le CBO s'est intéressé à une partie seulement de notre plan. Nous sommes en désaccord avec ce rapport, dit-il. Nous pensons que notre plan couvrira plus de personnes à un moindre coût et leur permettra de choisir la couverture qu'ils désirent pour eux et leur famille, pas celui que le gouvernement leur impose.
Un point de vue que ne partage évidemment pas Nancy Pelosi, chef de file des démocrates à la Chambre des représentants. C'est un chiffre important, dit-elle. Il évoque de façon éloquente la cruauté de ce projet que la majorité qualifie d'acte de miséricorde. Je ne sais pas si elle pense que c'est un acte de miséricorde pour tous ceux qui perdront leur couverture, leurs emplois, pour les hôpitaux qui devront fermer, surtout en zone rurale. Trump Care, du nom donné à ce projet de réforme de la santé, divise même la majorité républicaine, soucieuse de préserver son électorat à moins de 2 ans des législatives. La revue de presse des quotidiens de ce mardi avec Vincent Tiendré-Béogo. Grogne des directeurs de publication des organes privés à la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien ouvre largement ses colonnes aux responsables de ces organes qui partagent tous la même préoccupation, des factures impayées. Et leur principal débiteur, l'État. Les factures s'accumulent, les procédures se compliquent et du coup, les journaux sont dans une posture où la trésorerie ne fonctionne plus normalement, se plaint le directeur de publication de l'Économiste du Faso interrogé. Une situation qui constitue pour eux un goulot d'étranglement. Et si rien n'est fait, il y aura beaucoup d'organes qui vont fermer, affirme-t-il. Et ça commence déjà avec le journal Notre Temps, étouffé par l'administration publique, titre l'observateur Palga, qui reprend le communiqué de ce quotidien annonçant la suspension de ses parutions pour incapacité de fonctionner en raison de quelques dizaines de millions de francs CFA dus au journal. Toujours dans l'Obs, le cas Ama Amadou, l'opposant nigérien condamné hier à Niamey à 1 an de prison ferme dans l'affaire de trafic de bébés. Véritable scandale politique ou simple cabale pour liquider le troublion de la scène politique nigérienne, s'interroge le journal. Le condamné, toujours en exil, doit choisir entre rentrer et affronter courageusement son destin ou rester définitivement en exil, synonyme d'une mort politique. Le pays revient sur le voyage de Tshisekedi fils, nouvelle figure de l'opposition congolaise en Guinée-Conakry, pour solliciter l'implication de Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, dans la résolution de la crise en RDC. Mais le journal se demande si Condé pourrait rééditer les mêmes exploits qu'en Gambie, au regard de la complexité du cas congolais. C'est une occasion pour lui de sortir encore plus grand, mais comment ? Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous, en compagnie de la RTD.